La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Blabla Foot. Aujourd'hui, nous en sommes à notre 4e épisode de Blabla Basket. On poursuit le récit de cette épopée de la première équipe non américaine à être sacrée championne NBA. Je parle bien sûr des Toronto Raptors. Il y a 3 semaines, nous avions évoqué la saison régulière de la franchise canadienne. Et ce soir, nous parlerons de Kyle Lowry, bien entendu, mais aussi des points clés de cette saison et des playoffs. Je vais donc accueillir notre guest star, notre conteur des temps modernes. Vous le connaissez déjà, bien sûr, c'est monsieur Oncle Phil, figure de Radio Off Basket. Jingle Oncle Phil. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonsoir Oncle Phil. Bonsoir Max. Comment tu Merci vas? Je vais bien. Merci de m'accueillir une fois de plus sur Blabla Basket. Avec grand plaisir qu'on t'accueille, Oncle Phil. J'espère que tu es en forme, prêt à faire péter la baraque et à nous parler à nouveau des Raptors. On a hâte de voir comment ça se poursuit cette histoire. Ouais. Alors, je vais également accueillir nos chroniqueurs qui ont pris position sur l'application Blabla Foot. On a d'abord Mike Laviolet qui nous vient de Toronto apparemment. Bonsoir Mike. Bonsoir Max. Bonsoir à tous. Comment Bonsoir, vas-tu? Mike. Ça va très très bien. Merci à vous de m'accueillir aujourd'hui. Eh ben écoute, on est absolument ravis. Alors Mike, je crois que c'est ta première fois sur Blabla Foot si je me trompe pas. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Là, c'est ma première fois. Alors moi, j'habite à Toronto. Je couvre les Raptors, entre autres, les sports en général pour un journal qui s'appelle l'Express de Toronto. C'est le journal francophone de Toronto. Et donc, je suis très régulièrement les Raptors avec accréditation. Donc, on va parler de la saison dernière. J'ai suivi toute la saison dernière dans la salle pour les matchs à domicile. Et à côté de ça, j'anime le podcast qui s'appelle Dino Talk, qui parle des Raptors. Donc on a démarré deux nouvelles émissions depuis la reprise de la NBA. Un avant-match qui s'appelle Dino Talk Raptors versus l'équipe qui a chaque match, et un après-match qui s'appelle Dino Talk l'après-match, sur lequel on revient avec les membres de Raptors France et Raptors Belgique avec qui je travaille également. On revient sur les matchs et maintenant on est également disponible sur Radio Off avec Oncle Phil avec qui on a fait un partenariat. Voilà la raison pour laquelle je suis ici, entre autres. Eh ben écoute, super, c'est super mec, on est ravis de t'accueillir et d'avoir ton regard d'expert pour l'émission de ce soir. Bien messieurs, il est l'heure, on va commencer. Phil, je vais te laisser la main pour débuter ce récit. On s'était quitté sur le passage de l'hiver pour les Raptors et l'approche de la préparation pour les playoffs. J'aime bien l'expression le passage de l'hiver. Ça m'a fait penser à un moment à Game of Thrones avec les gardiens de la nuit. En plus, ils disent ça, non? Les supporters de Toronto, ils disent pas Winter is coming. We the North. Ils ont pas repris the North. Je crois qu'ils disent the North. Mike va me confirmer ça. C'est ça, we the North. Alors, merci pour la passe, Max. Donc, on va donc enchaîner avec ce 4e épisode et ce sera aussi le dernier. Bon, et justement, je suis très très heureux d'avoir Mike avec nous sur le parquet parce qu'il va véritablement nous permettre, comme avec les autres intervenants, je fais un big up à Christophe, et qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui était avec nous lors des derniers épisodes. Grosse pensée pour lui.
Donc je reviens, je récapitule simplement les débuts. Premier épisode, on a fait le point sur la création des Raptors de Toronto, des Raptors de Toronto. On a commencé avec la première franchise d'ailleurs du Canada. Ce n'était pas les Raptors, mais les Huskies, hein, vous vous en souvenez. Ensuite, on a parlé des premiers joueurs de cette franchise. On a parlé de l'avènement de Vince Carter qui a marqué à jamais l'histoire de cette franchise. Puis on a parlé aussi de l'ère Chris Bosh dans le deuxième épisode, on parlait de l'ère Chris Bosh. Dans le troisième épisode, on a fait le point sur l'ère DeMar DeRozan, mais surtout ce déchirement avec le départ de DeMar DeRozan de cette franchise des Raptors pour rejoindre les Spurs de San Antonio, et l'arrivée bien entendu de Kawhi Leonard, qui était donc cette pièce, l'une des pièces clés pour permettre de voir les Raptors comme étant des prétendants pour le titre NBA. Donc on va enchaîner avec donc cet épisode 4. On va commencer par préciser que ce début de saison du côté des Raptors, le début de saison des Raptors était loin d'être un long fleuve tranquille, hein, avec l'arrivée de Kawhi Leonard, tout simplement parce que il y avait encore des éléments qui fâchaient, des éléments qui continuaient d'avoir leur impact au niveau de l'humeur, on va dire, des joueurs, mais aussi des supporters. On avait parlé du départ de Dwayne Casey dans l'épisode 3, ce départ de Dwayne Casey qui est resté dans les mémoires des fans des Raptors. On rappelle que l'un des joueurs clés de cette équipe des Raptors ne l'avait absolument pas digéré. Il s'agit de Kyle Lowry, Kyle Lowry aujourd'hui que l'on ne présente plus. Et ce départ de Dwayne Casey avait même fait un petit peu avait même permis aux joueurs Blake Griffin, la star Blake Griffin des Pistons, pour qui Dwayne Casey est devenu le head coach. Blake Griffin qui était allé de son petit commentaire le 16 décembre 2018 lorsqu'il déclarait lors d'une victoire des Pistons sur les Raptors, il avait déclaré sur une fin de match, puisque les Pistons avaient battu les Raptors sur un système qui avait placé Dwayne Casey en fin de match. Et Blake Griffin avait déclaré après le match ce n'était pas comme si on découvrait les systèmes de Dwayne Casey, parce que c'est un excellent coach et que il les faisait travailler tous, il leur faisait travailler des systèmes en fin de match à l'entraînement, et que si c'était une surprise pour les fans des Raptors, ce n'était pas une surprise pour eux de savoir que Dwayne Casey est un excellent coach. Je vais t'interrompre, Phil, rapidement, juste pour demander à Mike, en fait, depuis Toronto, comment est-ce qu'on voyait justement Dwayne Casey sur ces dernières années à la tête de la franchise? Dwayne Casey était un coach très respecté et très apprécié de la part des joueurs. C'était un coach qui était quand même assez proche de ses joueurs. Et mais après le passage à Nick Nurse s'est fait en fait un peu dans la continuité. Mais ce que je voulais souligner, c'est que Nick Nurse quand même, il a marqué de son empreinte le début de saison directement en prenant des choix très drastiques par rapport à Dwayne Casey. Je sais plus si vous en aviez parlé lors de l'épisode précédent. En fait Nick Nurse a décidé. Dwayne Casey faisait jouer Serge Ibaka au poste 4 en compagnie de Jonas Valanciunas, et Nick Nurse a fait le changement drastique de repositionner un des deux pivots sur le banc, de remettre Ibaka en poste 5 et de mettre Pascal Siakam titulaire dès le début de saison sur ce poste 4. Je crois que tu l'avais mentionné, oncle Phil, et c'est vraiment un changement drastique et qui marque vraiment le fait que Nick Nurse met son empreinte sur l'équipe en faisant ce changement-là. Mais tu penses, toi, que c'était un changement qu'il a fait finalement plutôt pour asseoir, c'est-à-dire d'un point de vue, disons, politique au sein de la franchise, pour asseoir sa domination, ou que c'était vraiment pour une question de jeu, en fait, de système? Non, c'était clairement une question de jeu, parce qu'on a vu que le duo Ibaka-Valanciunas ne fonctionnait clairement pas. Et avec le basket qui a vraiment évolué, avec maintenant les postes 4 qui sont beaucoup des joueurs qui jouent sur l'extérieur et plus dans le profil de Pascal Siakam d'ailleurs, on voyait très bien que Serge Ibaka n'était pas à son aise, et Serge Ibaka lui dit lui-même, ça l'a vraiment complètement relancé de retrouver ce poste 5. Et donc au début de saison,
Nick Nurse a expliqué que il s'adapterait en fonction de l'équipe adverse si c'était Valanciunas qui démarrait les matchs ou Serge Ibaka, ce que les deux joueurs ont très bien accepté et ce qui a bien fonctionné sur le début de saison. Bien sûr, bien sûr. Et alors, Phil, il y a un deuxième point, parce qu'on a parlé finalement du changement de coach, mais il y a un deuxième point qui pose question en fait aux Raptors dans cette saison-là. Ouais, un deuxième point qui pose question aux Raptors, c'est la confiance des dirigeants de cette équipe concernant Kyle Lowry. Kyle Lowry, déjà on rappelle qu'avec la présence de DeMar DeRozan, Kyle Lowry n'était pas et il n'avait jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un joueur qui n'a plus le même statut, mais il n'était pas considéré comme un joueur clutch, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, les choses ont peut-être un petit peu évolué, mais avant il était plus dans l'ombre, Kyle Lowry, et avec on va dire ce qu'on peut appeler la nomination de Pascal Siakam en tant que deuxième meilleur scoreur, en tant que deuxième scoreur de cette équipe, les défaillances de Kyle Lowry se voyaient sur certains matchs, et il y avait de quoi se poser quelques questions, notamment en début de saison. On va revenir par exemple sur ce match, ce mois de décembre, cauchemardesque pour Kyle Lowry, notamment le 11 décembre 2018, où Kyle Lowry s'était planté face à un gros match face aux Bucks de Milwaukee. Il avait raté une occasion cruciale de tuer le match alors que les Raptors menaient au score 97-94. Kyle Lowry était seul à 3 points dans le corner et il avait raté son tir. Et on rappelle que avant, lors des 4 derniers matchs, il avait déjà raté 24 de ses 28 derniers tirs, c'est-à-dire en fin de rencontre, sur 25 tentatives à 3 points. Donc ça montre clairement qu'il était assez maladroit, sans compter Mike, que... j'imagine que tu... Pardon, excuse-moi, oui, mais j'imagine que Mike était au match en fait. C'était, je sais pas si c'était à Toronto ou pas ce match. Le 11 décembre face aux Bucks, c'était le 11 décembre 2010. J'ai pas précisé, c'était à domicile d'ailleurs. J'ai pas précisé. Mike, tu nous entends? Mais... J'ai pas un souvenir précis de ce match-là. Ouais. Il y a tellement de dans la saison qui... T'as souvenir de la période que traversait Kyle Lowry? Kyle Lowry. J'ai pas eu cette impression que Kyle Lowry était si pointé du doigt au sein des Raptors en tout cas. Je me souviens de sa mauvaise passe, mais la force de cette équipe, c'est que il y avait vraiment une grosse solidarité et ils n'ont jamais pointé du doigt des individualités en fait. Après, on sait que Lowry a toujours eu cette réputation de faillir un peu dans les moments chauds. Même si des fois je trouve que c'est une réputation un peu tronquée sur les playoffs précédents. Si on se penche de plus près, on voit que Lowry n'avait pas forcément failli. C'était plus DeMar DeRozan qui avait vraiment tendance à se cacher. Mais ouais, je pense que les Raptors ont bien géré ça la saison dernière par rapport à Kyle Lowry. Oui, parce qu'il fallait gérer, parce que Phil, il avait un pourcentage catastrophique en décembre. Ce mois de décembre 2018 était vraiment catastrophique pour Kyle Lowry puisqu'il chutait à 14% à 3 points en 5 matchs sur ce mois de décembre. On va aussi rappeler... C'est pas fameux, hein. C'est pas fameux. On va aussi rappeler quelques soucis physiques de Kyle Lowry, notamment le 31 décembre 2018, les Raptors perdent la première place de la conférence à cause notamment de l'absence de Kyle Lowry qui était blessé à ce moment-là au quadriceps et au dos. On va enchaîner pour préciser aussi que Kyle Lowry, il n'était pas, comment on va dire, il n'a jamais été totalement absent des rumeurs de transfert à ce moment-là, puisque Kyle Lowry je veux pas dire qu'il a souffert des problèmes concernant des rumeurs de transfert, mais Kyle Lowry a un passif avec les rumeurs de transfert, notamment suite à ce qui s'était passé lorsqu'il avait été drafté aux Grizzlies de Memphis. On revient sur la saison 2008-2009. Kyle Lowry est donc drafté. Il est drafté en 2006 par les Grizzlies. Et lors de la saison 2008-2009, Kyle Lowry voit sa place menacée par l'arrivée d'un certain Mike Conley Jr., et on reste toujours aux Grizzlies à cette époque-là. Et lors de la saison 2009, en janvier 2009, le head coach des Grizzlies, Lionel Hollins, avait décidé de donner le statut de starter à Mike Conley
et Kyle Lowry avait été mis au banc. Par la suite, il avait été tradé aux Rockets le 19 février 2009 dans un deal à 3 avec les Grizzlies et le Magic d'Orlando. Donc si on parle de cette période-là, c'est tout simplement parce que le nom de Mike Conley Jr. est encore revenu dans les discussions de transfert lors de cette période janvier 2019 avec les Raptors de Toronto, puisque Kyle Lowry, le nom de Kyle Lowry avait été évoqué dans des discussions de transfert avec les Grizzlies. Et ils avaient évoqué à cette époque le nom de Mike Conley. Le nom de Mike Conley Jr. avait été évoqué pour un trade. Et la petite histoire raconte qu'avant à cette période au niveau de la prise de décision de Ujiri Masai, la petite histoire raconte que Ujiri Masai avait eu une discussion avec Kyle Lowry qui lui avait promis en quelque sorte de se concentrer un peu plus sur ses performances, puisqu'on rappelle qu'il y avait vraiment cette tension entre Kyle Lowry et Ujiri Masai. Kyle Lowry qui avait régulièrement déclaré dans les médias sa déception suite au trade de DeMar DeRozan. Mike, je pense que tu as dû le ressentir un petit peu, la frustration de Kyle Lowry avec le départ de DeMar DeRozan, quelques déclarations peut-être à la presse, des choses comme ça. En fait, il l'a fait dans l'avant-saison, mais la chose avec Kyle Lowry, c'est qu'en fait, il est très professionnel, et avec Masai Ujiri, il a toujours une relation professionnelle. En fait, Kyle Lowry, c'est pas quelqu'un qui fait copain-copain avec la direction ou avec même forcément avec les autres joueurs. C'est un joueur qui garde un cercle très fermé. Et en fait, je pense qu'il est malgré tout resté très professionnel, alors que on peut dire entre guillemets, Masai l'avait trahi en tradant son meilleur ami. Mais au final, il a vraiment accueilli Kawhi et Danny Green à bras ouverts, et a vraiment fait en sorte quand même d'être le lien dans cette équipe entre les nouveaux arrivants et les joueurs déjà là. Et je pense que malgré tout, même si ses performances sur le terrain n'étaient pas bonnes, son rôle de leader n'a jamais été remis en question. Il a vraiment fait en sorte que cette équipe parte sur de bons rails dès le départ, malgré tout. Parce que je me rappelle de ses premières conférences de presse où, voilà, il a dit c'est comme ça. Les dirigeants ont pris leur décision. Il savait quand même que c'était un pari risqué, mais c'était dans le but de devenir meilleur. Donc malgré tout, Kyle Lowry, son objectif, ça a été toujours de gagner le titre. Donc il savait, malgré tout, malgré son pote qui était parti, que ces deux arrivées pouvaient faire en sorte que la franchise franchisse un pas supplémentaire. Donc malgré tout, il est resté très professionnel tout au long de la saison, et on l'a pas forcément entendu se plaindre ou quoi de ça par la suite. Bien sûr, pendant l'été, c'est sûr qu'il en a fait part, mais après, non. Il est resté très professionnel. Voilà. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'avec ces histoires de trahison, ça aurait pu virer Game of Thrones chez Toronto, mais du coup, il a pas coupé de tête. Non. Kyle Lowry qui est revenu, qui était là, comme l'a dit Mike, toujours très professionnel, et c'est vraiment l'un des éléments principaux de son caractère. C'est pas le type de joueur qui va faire des grosses déclarations, des déclarations pour pointer quelqu'un, il va pointer personne, il va rester droit dans ses bottes, mais on se souvient quand même que, justement, comme l'a dit Mike, il avait marqué véritablement sa tristesse et sa colère. C'était une véritable colère, il faut le dire, puisqu'il avait raconté cet entretien. Il avait rencontré notamment, je sais plus dans quel média il avait raconté cet entretien qu'il avait eu en FaceTime avec DeMar DeRozan lorsque DeMar lui avait annoncé qu'il quittait les Raptors. Donc c'est quelque chose qui était resté ancré dans son esprit, même si il est clair qu'il n'a pas fustigé clairement la direction pendant la saison. Mais alors justement, Phil, excuse-moi, je te disais, mais il y a parce que tu parlais qu'il y avait un potentiel deal justement avec les Grizzlies de Memphis entre justement avec Kyle Lowry et Mike Conley. Au final, c'est un autre deal qu'il y a eu, mais toujours avec les Grizzlies. Voilà, c'est le 7 février 2019, le deal donc avec les Grizzlies est bouclé pour faire venir le cher ce joueur ultra expérimenté, il faut vraiment le dire, il s'agit de Marc Gasol
Marc Gasol qui devait, les rumeurs l'envoyaient à l'époque aux Hornets de Charlotte, mais c'est du côté des Raptors que l'échange se fait contre Jonas Valanciunas et Delon Wright et CJ Miles. Mike, t'as un petit commentaire sur ce deal? Sur l'arrivée. Justement, en fait, c'était l'un des transferts dont on ne parlait pas du tout. Et parfois, je me demande si les rumeurs de Kyle Lowry, c'était un peu, ce n'était pas pour noyer le poisson un peu. Et qu'en fait, il n'a jamais été question de trader Lowry, mais plutôt de travailler dans l'ombre, parce qu'on a parlé également de Bradley Beal à cette période-là, mais on ne pensait pas du tout à Marc Gasol. En fait, c'était pas un trade qui était dans les rumeurs, pas du tout. Et on sait que Masai Ujiri est très bon dans ce domaine-là pour ne pas montrer ce qu'il va faire. Même l'arrivée de Kawhi, c'était pas forcément quelque chose dont on parlait beaucoup pendant l'été. C'est tombé d'un coup. Et je pense que ces rumeurs autour de Lowry, c'était un peu pour travailler à côté sur justement l'arrivée de Marc Gasol, qui est complètement un tournant dans la saison, car il a vraiment fait passer l'équipe à un niveau supérieur, que ce soit en défense comme en attaque. Ouais. Et on va... Vas-y, tu voulais dire, Max? Tu voulais réagir? Non, je t'en prie. Je voulais justement... je disais, non, en fait, ma question, c'était justement, puisqu'on parlait de cette difficulté d'avoir Serge Ibaka au poste 4, le fait d'avoir fait venir Marc Gasol, c'était qu'on pensait qu'il fallait doubler le poste 5, du coup, avec deux joueurs qui avaient la potentialité d'être titulaires. Je pose la question à Mike, par exemple. C'était déjà le cas entre Ibaka et Valanciunas, qui tournaient sur le poste 5, selon les adversaires. Et en fait, au final, ça a été sacrifié Valanciunas, qui a été également un crève-cœur, car c'était, je crois, le deuxième joueur qui était là depuis le plus longtemps, après DeRozan. Et c'était vraiment un joueur très apprécié de tout le monde. Donc Massa, il a vraiment été pragmatique en faisant ce choix, une nouvelle fois. Et en fait, Serge Ibaka a tout de suite accepté son rôle. Il savait qu'avec l'arrivée de Gasol, il serait remplaçant. Mais c'est quelque chose qui n'a pas dérangé. Il l'a dit de suite. Moi, ce qui compte, je suis au service de l'équipe et ce que je veux, c'est gagner. Et il savait que en ayant cet état d'esprit-là, ça allait fonctionner. En plus, il connaît Gasol car tous les deux sont espagnols. Enfin, Ibaka joue pour la sélection espagnole. Il est pas espagnol, il est congolais, mais il a joué avec la sélection espagnole. Il a la nationalité espagnole. Il l'a aussi, ouais, c'est ce qui me semblait. Ouais. Donc il a la nationalité, il a joué avec Gasol, et en fait ils se connaissaient très bien, donc c'était vraiment une alchimie qu'ils avaient déjà entre eux, et c'était pas du tout un problème pour lui l'arrivée de Gasol, au contraire. Puis il a eu du temps de jeu en plus quand même. Serge Ibaka, c'était pas un joueur qu'on maintenait à 5 minutes par match, quoi. Oh, oui, tout à fait, ouais. Il était à plus de 25 minutes par match, il me semble. Ouais. Donc c'est bien, on a Gasol, on a Serge Ibaka, on a Kawhi, on a aussi Pascal Siakam qui est là. Il manque plus que un Kyle Lowry au top de sa forme. Ça a dû arriver forcément à un moment, j'imagine. On va retenir cette date du 16 mai 2019, un Kyle Lowry face aux Bucks de Milwaukee, qui sur le plan individuel, puisque ce match avait été perdu, mais on avait retrouvé un énorme Kyle Lowry, notamment sur la fin de match. Kyle Lowry qui avait terminé ce match à 30 points, mais ce qui avait été impressionnant de la part du meneur, c'est que sur les 14 derniers points de son équipe avaient été scorés par Kyle Lowry, alors que le reste de son équipe alors que Kawhi Leonard, qui sur cette fin de match, était à 0 sur 15 dans le dernier quart-temps, malgré les 31 points qu'il avait mis sur l'ensemble de cette rencontre. Donc voilà. Mais globalement, sur la saison, ce que l'on peut dire, après, justement, c'est pour ça que la présence de Mike est importante, c'est que sur la saison, globalement, ce que l'on peut dire, c'est que les Raptors avaient réussi une saison régulière conforme aux standards qu'on leur connaît depuis déjà 3-4 ans, 4-5 ans, avec des qualifications régulières en play-off. Un impact de Kawhi Leonard qui était là, mais pas si, imposant, c'est le bon mot, pas si imposant, pas comparativement à celui qu'on pouvait avoir avec un LeBron James lors du premier titre des Cavs, puisque pendant la saison, les Raptors ont démontré qu'ils savaient gagner sans Kawhi Leonard, puisque on rappelle que Kawhi Leonard avait été absent pendant, je crois, une vingtaine de matchs, et les Raptors avaient quand même continué à gagner quelques matchs sans lui. Donc la première, et sans oublier que du côté des Raptors, la première place de la conférence n'était pas forcément une priorité pour Nick Nurse et ses joueurs.
il avait déclaré à ce moment-là, il avait déclaré surtout vers la fin de la saison, lorsque la première et la deuxième place se disputaient avec les Bucks Milwaukee, il avait déclaré: nous on essaye de gagner chaque soir et on finira à la place où on finira, et cela ne semble pas avoir une importance pour notre équipe et la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes à une place convenable. On rappelle qu'ils étaient deuxième et on ne peut pas être particulièrement absorbé par notre positionnement dans le classement de cette conférence Est. Bah Phil, c'est justement quelque chose qu'on a évoqué dans les émissions précédentes, à savoir que Toronto avait cette mauvaise habitude, je dirais, de particulièrement performer sur la saison régulière et puis de manquer la marche des playoffs. Et du coup, je voulais poser la question à Mike, oui. parce que bon, et forcément, c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue un peu inside depuis Toronto. Bien sûr. À ce moment-là, à la fin de la saison régulière, quel est l'état d'esprit un peu autour de la franchise des Raptors dans la ville de Toronto? Comment est-ce que les supporters, les joueurs, etc. vivaient un peu, étaient dans quelle mentalité en fait avant d'aborder les playoffs? Après cette saison régulière et les différentes arrivées, il y avait beaucoup de confiance dans cette équipe. On a vraiment senti que Kawhi et Danny Green ont apporté quelque chose en plus à cette équipe, mais pas forcément que dans le jeu, mais mentalement. Et ça s'est encore vérifié cette année. En fait, ce qu'ils disaient toujours, ce que leur a appris Danny Green et Kawhi, c'est à ne jamais être too high et jamais être too low. C'est-à-dire, quand tu subis une défaite, ne jamais être trop bas dans ton moral. Et quand tu subis une victoire, ne jamais trop t'emballer en fait. Et ils ont apporté cette sérénité à l'équipe, cette sérénité qui manquait à Kyle Lowry. C'est vraiment ça qu'ils ont apporté et c'est vraiment la transformation qu'on a de Lowry par rapport à la saison dernière là-dessus. C'est qu'un joueur qui se laissait souvent trop prendre par ses émotions, à l'image de DeMar DeRozan d'ailleurs aussi. Et vraiment, Kawhi et Danny Green ont vraiment apporté cette sérénité et on peut dire cette culture de la gagne qu'ils avaient à San Antonio aussi. Et je dois dire qu'avec l'apport de Marc Gasol, qui lui aussi a une expérience énorme, en fait, on abordait ces phases finales avec beaucoup de confiance. On sentait que, moi personnellement en tout cas, on sentait que quelque chose était en train de se passer, c'est ça? On sentait que quelque chose allait se passer. Je dis pas qu'on allait être champion parce que les Golden State Warriors avaient une équipe exceptionnelle. Tout le monde les voyait de toute façon être champions à la fin de l'année. Mais en tout cas, les chances d'aller en finale NBA pour la première fois de l'histoire de la franchise étaient très grandes. J'allais poser, Max, tu me permets juste, je voulais poser une question à Mike. Mike, tu parlais du côté émotionnel des Raptors de Toronto. Est-ce qu'on peut aussi dire que l'influence de Kawhi Leonard au niveau émotionnel a aussi joué, puisqu'on sait que Kawhi Leonard il a la particularité d'être un joueur ultra calme. Le calme. Tu veux dire glacial? Tu veux dire glacial? Vous savez que Kawhi Leonard, il est surnommé de fun guy parce que c'est pas le mec, il rit pas tout le temps. Alors quand on voit un sourire sur son visage, ça fait le tour des réseaux sociaux. La question que je vais poser à Mike, donc voilà, c'est ça. Est-ce que tu n'as pas l'impression que le caractère intrinsèque de Kawhi Leonard, c'est ce caractère froid, comme l'a dit Max, a aussi impacté sur le côté émotionnel des Raptors qui, dans les moments difficiles ou les moments, comme tu l'as dit, n'étaient ni trop joyeux, ni trop tristes dans les défaites, ni trop joyeux dans les victoires, quoi. C'est un peu... Ouais, mais c'est exactement ça. Son impact, il est là, en fait. Il est au-delà de ses talents, c'était un basketteur exceptionnel, mais c'est vraiment dans la mentalité qu'il a changé les choses à Toronto et c'est vraiment ça qu'il a apporté. Et pour revenir au fun guy, en fait c'est lui qui a déclaré ça dans sa conférence de presse d'introduction quand ils lui ont demandé comment tu te décrirais, il a dit I'm a fun guy. Et après on se souvient tous de son rire à la fin de c'est un rire légendaire. Un journaliste qui lui demande je sais plus quelle question et il répond après, il lui dit mais de toute façon je sais même pas où tu es, et après il se met à rire, le rire qui restera dans les annales pour des décennies maintenant. C'est vraiment l'introduction de Kawhi à cette époque où il a dit I'm a fun guy en étant tout à fait placide comme d'habitude. Ouais, c'était c'est vrai. Le sens de l'ironie au moins, c'est bien. Ouais, c'est clair.
Et donc, tout ça, ça nous mène aux playoffs, les amis. Ouais. Les playoffs qui débutent pour les Raptors, voilà, avec tout le monde dans l'appréhension. Est-ce que cette année, ça va le faire? Est-ce que les Raptors vont enfin connaître une finale NBA? Je te coupe pas dans ton programme, hein, Max, mais je voulais justement poser une dernière question. Je vais poser une dernière question à Mike. Je t'en prie. La question que je vais lui poser, c'est qu'est-ce qu'il retient, est-ce qu'il y a un autre événement qu'il retient de cette saison régulière, Mike? Je dirais pas un événement, mais tu l'as un peu mentionné déjà. Je retiendrai le fait que l'équipe s'est construite sans Kawhi Leonard sur beaucoup de matchs. On sait qu'ils ont mis en place le load management, comme ils ont appelé, où ils ont beaucoup reposé Kawhi Kawhi ne jouait pas les back-to-back, on le précise. Ça, il ne jouait pas les back-to-back, et quand ils sentaient que sa cuisse ne pouvait pas aller bien, ils l'ont reposé. Et en fait, je pense que l'équipe, elle a vraiment trouvé une alchimie collective, parce que c'est vrai qu'il c'est quand même un joueur exceptionnel, donc il a tendance à avoir la balle beaucoup, ce qui a beaucoup servi en play-off. Ensuite, on va en parler face aux Sixers, mais ils ont vraiment appris à donner des responsabilités à chaque joueur, et c'est un peu la force également de Nick Nurse, qui est beaucoup à l'écoute de ses joueurs. Peut-être contrairement à Dwayne Casey, qui était très c'est lui qui dictait les choses et qui imposait un peu ses idées. Et Nick Nurse, c'est un entraîneur qui est très à l'écoute de ses joueurs, et il a fait beaucoup de tests durant toute la saison. En fait, c'est un joueur qui teste beaucoup, un entraîneur qui teste beaucoup. Il a essayé beaucoup de combinaisons différentes, quitte à perdre des matchs des fois. Et je rejoins ce que tu disais, Oncle Phil, tout à l'heure, sur le fait que c'était pas forcément important pour lui la première place. Il a dit on va essayer de gagner les matchs, mais il a fait beaucoup d'essais même durant la fin de saison pour savoir que tirer de ses joueurs, en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont abordé les playoffs, avec le plein de confiance. Et je pense que Nick Nurse, dans sa tête, il savait ce qui marchait, ce qui ne marchait pas avec son effectif. Et effectivement, et en fait, après on va enchaîner parce qu'il faut qu'on avance, mais on a vraiment la sensation que les Raptors, en fait, sont une équipe presque habituée au succès, en fait, qui dégagent une vraie maturité dans leurs choix et leurs décisions. Si quelqu'un est d'accord avec moi, ou personne, c'est possible aussi, je ne sais pas. Non, tu as tout à fait raison, avec les arrivées de Danny Green, Kawhi Leonard, et en plus Marc Gasol, autant de joueurs d'expérience qui ont connu le succès. C'est une équipe qui était sûre de ses forces, ouais, totalement. Bien sûr. Et donc, il y a le Game 1, on enchaîne avec le Game 1, dans ces playoffs. Au Magic. Absolument. Voilà. Game 1 face au Magic, un Game 1 où on va se rappeler que les Raptors semblaient véritablement maîtriser leur sujet, même si le Magic restait collé au score. Mais on va surtout reparler de cette fin de match incroyable où Kawhi Leonard transperce le filet d'un 3 points en déséquilibre sur la tête de Aaron Gordon pour un score 101 à 99, et on se rappelle de ce DJ Augustin, ce petit meneur là avec son drive qui pour reprendre la Kawhi Leonard stop à 3 points pour un tir à 3 points primé 104 qui donne l'avance 104 à 101 au Magic. Et les 3 dernières secondes qui suivent, Kawhi tente de scorer, mais voilà, airball de sa part qui donne la victoire au Magic sur le Game 1, 101 à 104 pour le Magic d'Orlando. Je peux enchaîner? Mais oui, j'ai dit c'est quand même une sacrée surprise, Mike, de voir les Raptors perdre au Game 1 face au Magic, qui était quand même une bonne équipe, mais pas non plus impressionnante cette saison-là. Ouais, du coup, ils ont poursuivi sur leurs mauvaises habitudes. Les Raptors ont tendance à perdre le Game 1, donc là, par contre, ça n'avait pas changé. Voilà. Malgré Kawhi, malgré Danny, ça n'avait pas changé. Et Augustin qui fait le match de sa vie à ce moment-là, parce qu'après, sur le reste de la série, on ne le verra plus. Oui, c'est ça, et on verra pas non plus beaucoup Nikola Vucevic, oncle Phil. Non, pas du tout. Même si le Magic avait véritablement l'intention, puisque pour eux, Nikola Vucevic était l'une des clés de cette série. On rappelle que lors des rencontres qui ont opposé le Magic, les 2 rencontres qui avaient opposé le Magic aux Raptors,
Nikola Vucevic tournait à 7 points, 14 rebonds et 6 passes pour une raison simple, c'est que il a été à chaque fois extrêmement bien défendu par notre cher Marc Gasol. Lorsque Nikola Vucevic est en face de Marc Gasol, il tire à 28% et il perd 2 ballons par match. Donc il est toujours énormément gêné par la défense expérimentée de Marc Gasol et le Magic qui avait véritablement espoir que Nikola Vucevic puisse relever la tête avec l'ajout d'un shooter, puisqu'on le sait lorsqu'il y a une défense assez serrée sur Nikola Vucevic, c'est ce qui tente de pénétrer, il peut ressortir la balle sur un shooter pour mettre les paniers importants. D'ailleurs les amis, juste rapidement un aparté, comment s'en est sorti notre Français Evan Fournier dans cette série? Mike peut-être, mais sinon globalement Evan Fournier n'a pas été, pour moi de ce que l'on retient, Evan Fournier n'a pas été un acteur véritablement majeur de ce premier tour, sauf si Mike a des éléments à partager, il n'y a pas de souci. J'ai pas de souvenir plus précis, mais il me semble qu'il n'avait pas été à son avantage non plus. Ouais. Et en plus, défensivement, c'est pas forcément son point fort. Et si je me rappelle bien, il avait été en difficulté dans ce secteur-là. Du moment qu'il performe en équipe de France, nous ça nous va. Donc voilà. Donc Game 2, Game 1 perdu, mais Game 2, on retrouve en plus un grand Kawhi Leonard. Un énorme Kawhi Leonard. Des grands soirs avec 34 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres. Véritablement, le Magic, ce Game 2 ne restera pas dans les annales et les matchs suivants non plus, puisque les Raptors dominent clairement leur sujet, que ce soit dans le Game 3, le Game 4 et le Game 5, sauf si Mike a quelque chose à dire sur ce premier tour. Véritablement, les Raptors avaient clairement dominé leur sujet et se dirigeaient tranquillement vers cette demi-finale de conférence face aux Sixers de Philadelphie et les deux clubs qui avaient profité de leur Game 5 respectifs pour s'envoyer respectivement quelques messages, puisqu'on avait un Kawhi Leonard qui tournait à 27 points et un Joel Embiid qui tournait à 23 points, 13 rebonds en 23 minutes de temps de jeu. Je ne sais pas si Mike a des éléments pour le premier tour du Magic à partager. Sinon, moi, personnellement, j'ai pas retenu grand-chose. Et moi, en fait, je voulais juste même plutôt demander à Mike d'aller directement, puisque les amis, en plus, il faut qu'on avance, mais d'aller nous raconter directement, finalement, le Game 1 face aux Sixers, parce que c'est un peu un moment clé de la saison. On est face aux Sixers qui sont une franchise qui est en train de retrouver le devant de la scène, et ce Game 1 où les Raptors, justement, quand les Raptors ont l'habitude de perdre, toi, j'imagine que tu y étais, Mike. Ouais, tout à fait, ouais. Et alors, raconte-nous un peu comment était l'ambiance, l'atmosphère dans la salle, le match en lui-même. Comme toujours, très très grosse ambiance. On connaît la Scotiabank Arena, c'est l'une des plus grosses ambiances de la NBA. Et les Raptors ont gagné ce premier match, si je me trompe pas. Avec un énorme Siakam. On attendait le duel camerounais, Siakam Embiid, et ça a tourné à l'avantage de Siakam, tout à fait. Ouais, Siakam qui était à 29 points sur ce match, il me semble, 29 points de Siakam, et Max, tu voulais réagir? Non, j'allais dire Siakam et puis Kawhi dans tout ça. Ouais, Kawhi, pas mal aussi, très très bon aussi, Kawhi Leonard, avec 45 points, son record en playoff, 45 points de la part de Kawhi Leonard. Donc c'est une demi-finale qui en fait va être extrêmement serrée, extrêmement disputée, parce que on a deux équipes qui ont un niveau finalement très proche. Ouais, très très proche, avec un ultime game 7, puisque on se souvient encore de ce panier primé au buzzer à 3 points pour donner la victoire aux Raptors 92-90 sur la tête de Joel Embiid, un Kawhi Leonard à 41 points qui se dirigeait vers ses finales de conférence. Mike, tu te souviens de ce tir primé sur la tête de Joel Embiid, ce tir qui restera pour toujours dans l'histoire de la NBA. Ça fait toujours des cauchemars dans la tête de Joel Embiid, d'ailleurs. Joel Embiid qui avait pas mal chambré quand les Sixers avaient gagné le match 5, si je me trompe pas, à Toronto.
on se rappelle quand il avait fait l'avion, je sais plus si c'est au 5 ou au 2, quand il avait fait l'avion et avec Drake, toute cette histoire, c'est des choses inoubliables. Et pareil, le tir, je crois que je l'oublierai jamais. J'étais dans la salle. Quand on est journaliste sur la tribune de presse, on n'est pas censé encourager une équipe, mais quand on fait du local, derrière l'équipe locale, je pense que j'ai jamais autant crié de ma vie sur un panier au basket, quoi. C'était juste dingue. Mais c'est les meilleures émotions que le sport peut apporter, ça c'est. Ah ouais. Surtout l'action en elle-même, elle est dingue parce que en fait, il tire, le ballon rebondit 4 fois sur l'anneau. À ce moment-là, il y a un silence dans la salle qui est un silence de suspense comme dans un film, quoi. Et après, le ballon traverse le filet et là, c'est une explosion, mais comme j'ai rarement vu dans une salle de basket. C'était vraiment exceptionnel. On en a des frissons rien que rien que de t'entendre. Et puis pour Joel Embiid, franchement, voilà, pour être un vrai trash talker, il faut faire ce qu'on dit, voilà, et pas perdre le Game 7. Quoi. À la fin. C'est ça. Pour lui, malheureusement. Donc les Sixers, c'est fait, emballé, c'est pesé, et maintenant il va falloir encore se débarrasser des Bucks en finale de conférence, oncle Phil. Les Bucks, on les présente plus une grosse équipe, hein. On va surtout retenir ce Game 5. C'était le 24 mai 2019. Ce Game 5, pourquoi? Parce que Kyle Lowry, à ce moment-là, il était devenu le meilleur marqueur de l'histoire des playoffs des Raptors de Toronto. Sur ce match, il avait scoré 17 points. Il avait donc dépassé DeMar DeRozan avec 1126 points marqués en 66 matchs de playoffs. Donc, il avait donc dépassé DeMar DeRozan qui lui avait réalisé 1117 points dans l'histoire des Raptors de Toronto. Effectivement, et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure de Kyle Lowry. Il a été comment durant ces playoffs jusqu'à cette finale, Mike? Kyle Lowry, il a été en fait ce que je voulais oublier de préciser avant, je voulais en parler, c'est que l'avantage pour Kyle Lowry dans cette équipe-là, c'est qu'il n'avait pas à être le premier ou le deuxième scoreur à chaque match. Et je pense que c'est ce qu'on a trop voulu, on a trop attendu de lui sur les saisons précédentes. En fait, Kyle Lowry, pour moi, c'est pas un scoreur forcément régulier. Et en fait, attendre de lui qu'il soit à 20-25 points par match, c'est pas son rôle. Et dans cette équipe-là, avec un Kawhi, avec Siakam, avec Van Vliet qui peut prendre feu en sortie de banc, avec Ibaka également qui était très régulier, en fait, il n'avait pas besoin d'avoir ce rôle de scoreur. Et en fait, il a vraiment eu le rôle de gestionnaire et de bon défenseur avec toute son intelligence en défense. Et en fait, c'est ce rôle-là, il l'a eu pendant les playoffs et avec de temps en temps, quand on avait besoin de lui, du scoring important, mais pas à chaque match. Et en fait, je pense que c'est le rôle parfait pour Kyle Lowry. Et on a trop voulu que ce soit vraiment une arme offensive régulière du côté des Raptors pendant de nombreuses années. Je pense que c'est une erreur ça, de ce côté-là. Du coup, là, il était vraiment dans son rôle avec cette équipe pendant les playoffs, en fait. C'était parfait pour lui. Et du coup, est-ce qu'il a pas, après, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais est-ce qu'il a pas augmenté finalement du coup sa moyenne de passes décisives sur ces playoffs? Moi non plus, je les ai pas devant les yeux là, mais bon, c'est vrai que je souscris à ce que dit Mike, hein. C'est vraiment pas le type de jeu. Au niveau des passifs, il a toujours été présent puisque c'est un peu son taf en tant que meneur de jeu. Mais je me souviens pas d'un gros match avec plus de 10 passes, quoi. J'ai pas souvenir, sauf si on me fera mentir avec des informations. Mike, t'allais réagir? Non plus, j'ai pas les chiffres, j'ai pas le souvenir précis des passes décisives de Kyle Lowry. Bon. En tout cas, voilà, il faisait partie, il était dans le collectif, effectivement, d'un collectif qui a très bien tourné et qui a réussi à se défaire des Bucks. Est-ce que, on va passer, voilà, justement à ces finales, oui. Sauf si Mike a un élément important pour cette finale. Peut-être des choses quand même à retenir, oui. Juste pour la finale de conférence Est, il faut juste souligner que c'était très mal parti pour les Raptors qui perdent les 2 premiers matchs. Et ils auraient pu être menés 3-0 car le 3e match, le premier match qui se déroulait à Toronto, il va en prolongation. Et sur les 3 premiers cartons, les Raptors sont en grande difficulté. Et là, on se dit, ça sent pas bon. Et au final, ils sont allés gagner cette rencontre en prolongation. Et c'est à partir de là que tout s'est retourné. Et ensuite, ils ont enchaîné 4 victoires de suite. Voilà, c'est juste ça que je voulais souligner, c'est que ça ne s'est joué à rien que les Raptors soient éliminés au final.
Et en plus, souligner que Kawhi était un peu blessé, qu'il jouait sur une jambe. Malgré tout, il fait des matchs exceptionnels. Mais j'aimerais aussi parler de cette chose. On dit souvent que les Raptors, c'est grâce à Kawhi qu'ils ont été champions. Oui, mais il faut vraiment souligner que sur cette série-là, Norman Powell a complètement explosé. Et on se rappelle de la petite histoire avec Fred VanVleet qui a eu son deuxième enfant et qui, à partir de ce moment-là, est devenu un autre joueur. Il était complètement à côté de ses chaussures lors des premiers tours. Et dans face aux Bucks, il a retrouvé le niveau qu'on lui connaissait. Je dirais même pas pendant la saison régulière, je dirais la saison précédente où il était en course pour le titre de 6e homme. Et ça a complètement changé les choses pour les Raptors qui sont devenus une équipe vraiment très dangereuse avec du danger qui pouvait venir de partout. Voilà ce que je voulais ajouter. Ouais. Merci pour ça, Mike. Alors, messieurs, en attendant pour les 15 dernières minutes de l'émission, j'ai fait rentrer un Mohamed, qui fait partie de notre équipe Blabla Foot, qui a pris position pour participer au débat. Alors, on va laisser le temps à Mohamed d'arriver tranquillement. En tout cas, donc, on retient effectivement cette victoire. Et comme tu disais, Mike, 4 victoires de suite, c'est quand même assez fort face à ces Bucks là qui avaient déjà battu donc les Raptors en saison régulière, et on arrive face à ces finales, et on l'évoquait tout à l'heure, ces finales face face aux Golden State Warriors, qui était la terreur absolue de toute la ligue. Et tu l'as annoncé dès le départ, top chrono, 15 minutes, Max. On va enchaîner avec le Game 1. Ce Game 1, on va retenir surtout la grosse... Bonsoir, messieurs. Voilà. Alors, excuse-moi, on on a Mohamed qui vient d'arriver. Salut, Mohamed. Salut Mohamed. Les mecs. Salut. Bienvenue, Mohamed. Tu nous as écouté depuis le début? Alors, je vous ai écouté, on va dire, les 30 premières minutes. Après, je suis parti un peu me substanter. Et là, je me suis dit, allez, il doit vous rester quelques poignées de minutes, et je me suis dit, je vais rentrer dans le débat, il est trop intéressant. Est-ce que tu avais quelque chose, du coup, avant qu'on enchaîne sur les finales, quelque chose que tu as entendu sur laquelle tu aimerais réagir? Non, moi, c'était plutôt des trucs d'ordre général, mais je vais laisser Oncle Phil terminer, et on arrive à l'épilogue de cette chronique, quoi. Et oui, les et finales, après, j'aurai des questions d'ordre général, peut-être pour Mike. Bien sûr. Eh bien, écoute, Oncle Phil, on te laisse débuter ce récit des finales. Voilà, ce Game 1 incroyable, on retient surtout la performance du Camerounais Pascal Siakam, totalement en fusion, 32 points, il était à 14 sur 17 au tir, 14 sur 17 au tir, c'est ultra propre pour un Game 1 en finale NBA. Les Raptors qui ont remporté cette première manche 118 à 109. Les Splash Brothers, Stephen Curry et Klay Thompson avaient répondu aux côtés d'un Draymond Green en triple-double, mais n'étaient véritablement jamais rentrés dans ce match. Mais on retiendra aussi l'énorme contre de Pascal Siakam sur Draymond Green en fin de match, et une gestion de fin tranquille du côté des Raptors pour l'emporter sur ce Game 1. Sur ce Game 1, finalement, c'est ce dont on parlait juste avant, Mike. C'est-à-dire le fait que Toronto, c'est une équipe où le danger pouvait venir d'à peu près partout. Il y avait une grosse homogénéité collective, et finalement, on voit que les Warriors qui se sont reposés que sur les Splash Brothers sur ce Game 1, ils ont perdu. Il y a tout à fait. Et en plus, il y avait, je pense que Draymond Green a fait l'erreur de dire que Pascal Siakam ne ferait rien face à lui, et il a bien regretté après le premier match. Il a énervé, il a réveillé le Kraken. On passe au Game 2. Game 2, le réveil des Warriors. C'est le réveil des Warriors derrière un excellent Klay Thompson à 25 points, sorti en cours de route sur blessure, et un Draymond Green qui manquait de très peu, qui avait manqué très peu le triple-double. Il était à 17 points, 10 rebonds et 9 passes. Les Warriors avaient donc réussi à battre les Raptors sur un score de 109 à 104 pour égaliser à un partout. Et on retiendra le suspense de cette fin de match. Avec 5 points de retard, 101 à 106, les Raptors arrachent un rebond important, et Danny Green maintient l'espoir d'un tir primé. Mais c'est sur la possession suivante pour profitant de la prise à 2 sur Stephen Curry, que André Iguodala hérite d'un tir grand ouvert, et il met dedans pour donner la victoire aux Raptors sur cette fin de match pour égaliser à un partout. Mais alors, messieurs, là, au-delà de l'égalisation des Warriors, là, le gros fait de jeu, c'est vraiment la blessure de Klay Thompson, qui va manquer le reste de la série, en fait. Ouais. Pour rappel, il n'y avait pas
Il n'y avait pas Kevin Durant également. Et Kevin également Durant blessé, oui. Ouais, et c'est vrai que ça affaiblit les Warriors, mais bon, qui avec tout de même encore Draymond Green, André Iguodala et Steph Curry sur le parquet, et donc qui ont attaqué le match 3 sans baisser la tête. Hein. Ouais, il faut dire que à partir de ce moment-là, je sais pas si Mike me confirmera ou complétera. À partir de ce moment-là, les finales elles deviennent bizarres. Ouais, en tout cas, moi c'est mon impression personnelle, surtout avec l'absence de Kevin Durant et Klay Thompson. Clairement, lorsque les deux joueurs ne sont pas présents, les Warriors ne sont plus la même équipe. Ça c'est sûr, et ça se voyait même dans les audiences télé, puisque ce Game 3 a été classé comme l'un des matchs les moins rentables de l'histoire des finales NBA, et les Raptors, logiquement favoris, avaient maîtrisé leur sujet avec un excellent Kawhi Leonard à 30 points, et ils ont gagné ce match 123-109 malgré un énorme Stephen Curry sur le plan individuel qui avait scoré 47 points sur cette rencontre. Kyle Lowry avait terminé le match avec 23 points, 5 tirs à 3 points primés, et Danny Green avait rajouté 18 points. Fred VanVleet, en sortie de banc, avait apporté 11 points, mais c'est vrai que ça faisait bizarre de voir un match sans KD, sans Klay Thompson. Je sais pas si quand Mike a vu ce Game 3, mais pour moi, ça faisait bizarre. Mais du coup, moi j'ai une question justement d'ordre général. Mike, toi qui es effectivement au Canada et qui tu suis ça de très près, concrètement, quand tu as une équipe comme les Raptors qui arrive à finale NBA, quelle est la portée économique, la portée en termes de retombées publicitaires pour les retransmissions? Parce que concrètement, là, c'est pas une équipe US. Donc, je sais que quand c'est des équipes US, LA qui joue contre New York, bon bah voilà, il y a de l'audience. Est-ce que le fait qu'il y ait des Raptors, des mecs de Toronto, est-ce que il y a le même engouement dans les médias, enfin voilà, est-ce que c'est suivi de la même manière? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Raptors sont même pas l'équipe d'une ville, c'est l'équipe d'un pays. Et en fait, il y a vraiment eu tout le pays qui a été fédéré derrière les Raptors. Je sais pas si vous savez que pendant les matchs, il y a le Jurassic Park à côté de la salle. Et en fait, il y a des Jurassic Park qui se sont faits dans tout le Canada, dans toutes les villes du Canada. Et les chaînes de télé sportives TSN et Sportsnet ont fait leurs meilleures audiences historiques durant ces finales. Non, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel dans tout le Canada. Il y avait vraiment tout un pays derrière l'équipe. Et c'était grandiose. Et on attend maintenant les retombées, comme on sait souvent comme avec le foot quand il y a une Coupe du Monde. On sait que derrière il y a plein de petits qui vont jouer au foot, et apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a eu le même phénomène à Toronto. On a eu la génération Vince Carter, et maintenant on sait que va certainement y avoir une génération Kawhi et titre NBA, quoi. C'est clairement, il y a eu un impact, ouais, c'est clair. Même si Kawhi est, bon, je vais pas spoiler pour les gens qui n'auraient pas suivi l'histoire, mais même si Kawhi est parti après. Ouais, en fait, personne lui en a voulu parce qu'on savait plus ou moins qu'il allait partir. On a eu l'espoir pendant longtemps, mais on savait très bien qu'il voulait rentrer chez lui, et au final, c'est gagnant-gagnant. Il est venu, il a donné un titre, il est reparti, et tout le monde lui dit merci et bonne continuation. D'accord, oui, je comprends. Mais donc, tiens, mais je vous pose la question à vous trois d'ailleurs, messieurs, mais est-ce que finalement, donc on sait la victoire finale de Toronto, je m'avance un peu avant qu'on décrive un peu les matchs suivants, mais est-ce qu'elle a pas perdu un peu de saveur parce que justement finalement les Warriors étaient diminués? En tout cas pas du côté de Toronto. Après, bien sûr, on a pu voir les commentaires de beaucoup de gens qui ont dit que c'était un titre avec un astérisque, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Warriors ont été champions en profitant des blessures une certaine année face aux Cavaliers qui avaient perdu Kevin Love notamment. Les blessures font partie du jeu, hein. Il y a bien toujours eu on sait que les Warriors auraient pu être privés d'un titre une certaine année où Kawhi, justement, en finale de conférence, se fait blesser par Zaza Pachulia à la cheville dès le premier match, et cette série aurait pu être bien différente. Bien sûr. Donc non, il n'y a pas, les blessures font partie du jeu. Les matchs non plus. Kevin Durant a tenté un retour, donc moi je considère que ça fait partie du jeu, et en tout cas au Canada il n'y avait pas de saveur particulière. On y reviendra peut-être après, mais avec la parade qu'il y a eu historique dans les rues de Toronto pendant des heures et des heures, je pense que les gens ils pensaient pas du tout aux blessures des Warriors à ce moment-là.
les astérix dont tu parlais, Mike, c'était les astérix dus aux blessés, en fait, c'est ça? Côté adversaire? Ouais, tout à fait, ouais. Okay. Ouais. Mais donc pour revenir finalement à ces finales, après la blessure de Game Thompson et le Game 3 remporté par les Raptors, on arrive au Game 4 avec le retour quand même de Klay Thompson, mais qui n'a pas changé grand-chose. Voilà, Kawhi Leonard qui reste le boss dans ces finales. Game 4, 36 points, 12 rebonds, avec un excellent Serge Ibaka à 20 points dans une victoire. Une victoire, alors logique, on tira 105 à 92, mais c'est surtout dans le troisième quart-temps que les Warriors c'est dans le troisième quart-temps que l'impact de Kawhi Leonard a été fort avec 17 points scorés malgré les 28 points de Klay Thompson et les 27 points de Stephen Curry sur l'ensemble du match. Stephen Curry qui était très très maladroit dans ce Game 4, il était à 9 sur 22, il était à 7 sur 3, il était à 7 tirs réussis sur 9 à 3 points. Stephen Curry très très maladroit. 7 tirs ratés, tu veux dire? Je pense qu'au niveau du mental, les Warriors commençaient déjà à sentir le truc leur échappait et ça se sentait dans leur jeu, dans leur body language, et les Raptors en ont bien profité, notamment au niveau défensif et au niveau de leur alchimie. Je pense que ça a beaucoup joué en tout cas. Oncle Phil, j'ai une question Raptors très rapidement en 10 secondes. Stephen Curry, il est où dans l'histoire de la NBA contemporaine? Il est où, c'est-à-dire pour être plus parce que honnêtement, moi je suis un amateur, je le vois de loin, mais je trouve que c'est un très très bon joueur, surtout sur les nombres de finales qu'il a fait sur les 5 dernières années, les 5-6 dernières années, c'est énormissime. Mais est-ce que c'est un joueur qui va marquer l'histoire de la NBA? À la Kobe Bryant, je vais pas, certainement pas, selon moi, mais ça reste dans les discussions, ça reste dans le débat. Stephen Curry, il va rester dans l'histoire, il restera dans l'histoire des meilleurs joueurs de la NBA, certainement. Il sera certainement classé dans le top 10, ça c'est sûr. On connaît ESPN, ils sont très forts pour s'amuser avec ce genre de classement. Mais pour moi, Stephen Curry, sans aucun doute, il restera gravé dans les 10 meilleurs joueurs de la NBA. Bon, maintenant, si tu me demandes, si tu me poses la question de savoir si on peut classer Stephen Curry dans le 5 majeur de l'histoire des meilleurs joueurs de la NBA, là, c'est à chacun sa sauce. Moi, je suis un peu de la vieille école. Je classerai certainement pas Stephen Curry dans le 5, mais il sera certainement classé dans les 10 d'ici la fin de sa carrière. Ça, c'est sûr. 2 fois MVP, c'est ça, Steph Curry. Ouais, 2 fois MVP et champion. C'est pas la même chose et plus grand scoreur. Et il me semble que c'est pas lui qui aussi. C'est pas la même chose qu'un Canadien bien connu, 2 fois MVP, mais qui n'a pas gagné le titre. Mike. Effectivement. Et Mike, Steph Curry, c'est pas lui aussi qui a le record de points, enfin de 3 points marqués, c'est ça, sur l'histoire de l'NBA? Non, c'est Ray Allen. Vas-y, Mike, c'est plus. Je pense pas qu'il ait dépassé encore Ray Allen, mais non, pas encore. En fait, là où Stephen Curry a marqué l'histoire, c'est qu'il a vraiment révolutionné le jeu par son tir à 3 points qui est au-delà de la ligne à 3 points, quoi. Et le gars, il shoot à 9 mètres. Je crois c'est un premier à avoir fait ça. Il a battu le record sur une saison, je crois. Ah, sur une saison, c'est ça. Avant lui, moi j'ai en tête Reggie Miller. J'ai l'impression que c'est le nouveau Reggie Miller, peut-être avec un peu plus d'élégance dans ses shoots. Reggie Miller, c'était beaucoup de tirs en sortie d'écran. C'était pas un joueur qui portait beaucoup la balle, alors que Curry, ça reste un joueur qui shoot, comme on dit, off the dribble. C'est que, en fait, il va dribbler, il va s'arrêter, il va faire un step back, quelque chose comme ça, et tirer de loin. C'est pas forcément le même style de joueur que un Reggie Miller ou un Ray Allen, qui sont plus similaires sur des joueurs ou Klay Thompson, qui ressemble plus à un Reggie Miller, par exemple, par sa capacité à se déplacer, à prendre des écrans et à shooter de loin. On se rappelle du match de Klay Thompson où il avait marqué 37 points, je crois, en prenant que 4 dribbles dans tout le match, quelque chose comme ça. C'est plus de ce type-là, alors que c'est plus un joueur qui va porter la balle et shooter après le dribble, un peu comme Damian Lillard maintenant. Je pense aussi que dans la discussion, ça reste aussi une autre génération, ça reste une autre histoire, parce que Reggie Miller, lorsqu'on parle de Reggie Miller, on parle d'un joueur qui a quand même donné des mots de tête à Michael Jordan à une époque de au meilleur de sa carrière. Donc Reggie Miller, c'est un registre différent. C'est un joueur avec une importance
c'est un franchise player avec une importance, un impact différent au PSR d'Indiana à son époque. Une autre façon, une approche du basket aussi très très différente, hein, puisqu'on rappelle que aujourd'hui avec les Splash Brothers, vous savez que le small ball a changé un petit peu la façon de jouer. Beaucoup de tirs, beaucoup de joueurs, les joueurs sont beaucoup plus complémentaires, je veux dire ça comme ça. Un pivot, il doit savoir shooter à 3 points. Un ailier fort, il doit savoir shooter à 3 points, il doit savoir driver. Un ailier doit savoir presque tout faire. Donc les générations sont différentes, la façon de jouer est différente. Donc Reggie Miller, Reggie Miller pour les profanes, c'est quelqu'un qui est assez particulier dans l'histoire de la NBA, vu que Reggie Miller. Il a donné des mots de tête aux Bulls. Reggie Miller, oui, dont on a pu voir effectivement le talent dans The Last Dance, mais pour The First Dance, pardon, et pour revenir à The Last Dance, et pour revenir à The First Dance, je me suis un peu perdu dans ma transition. Pour revenir à The First Dance, parce qu'on a encore un Game 5 et un Game 6 effectivement à jouer, hein, même si on sent déjà le titre arriver pour les Raptors, mais il faut encore gagner 2 matchs. Il faut encore gagner 2 matchs et les Warriors réussissent à arracher véritablement la victoire dans ce Game 5. Ce match qui a eu énormément d'audience, c'est le match qui a eu le plus d'audience d'ailleurs dans ces finales, et on a malheureusement vécu la perte de Kevin Durant dans ce match, qui s'était blessé. Il était revenu pour ce match, et au deuxième quart-temps il s'était blessé, foulé la cheville après ses 11 points marqués. D'ailleurs, ce match restera une polémique dans la gestion des joueurs par le service, par le front office des Warriors, puisque la majorité des experts savaient que Kevin Durant était blessé et doutaient de la possibilité qu'il avait de rester en forme dans ce match. On savait qu'il n'était pas à 90%, il n'était pas à 80% non plus, il était certainement pas à 70%. Donc Kevin Durant qui revient pour essayer de sauver les meubles, mais il repart sur une blessure. Et on sait la suite, hein, puisque après KD il est pas resté, il a signé au Nets, donc il est pas resté. Donc bref, les Warriors gagnent ce match. Ils scorent 20 tirs à 3 points dans ce match, quand même deuxième plus grand nombre de tirs à 3 points dans l'histoire des finales, derrière les Cavs en 2017. Kawhi termine le match avec 26 points, 12 rebonds et 6 passes, et Curry est le MVP de ce match avec 31 points. Sauf si quelqu'un veut réagir. Commentaire, Mike, peut-être, sur ce Game 5? Ouais, j'ai le souvenir du general manager à la fin du match qui était en pleurs par rapport à KD et qui avait l'air d'en vouloir beaucoup. Et je sais pas si à ce moment-là, dans sa tête, il s'est dit, au-delà de perdre le joueur sur la série, je pense qu'on l'a perdu pour un autre club. Peut-être c'était ça. Ouais. Ou peut-être c'était juste que, sincèrement, il était triste d'avoir vu son joueur revenir et se blesser de nouveau gravement. Mais c'est vrai que de cette rencontre-là, ouais, c'était pas cool, quoi. C'était dur. J'ai perdu le nom du GM des Warriors, mais ouais, il était vraiment pas bien après le match. Les Warriors qui donc du coup vont devoir disputer toujours sans KD le Game 6 donc face à des Toronto Raptors qui cette fois ne vont pas laisser le titre s'échapper. Ouais, ils ne vont pas laisser le titre s'échapper. Kawhi Leonard conclut cette finale avec ce Game 6, 22 points, 6 rebonds. Les Raptors gagnent ce match, un score de 114-110. Stephen Curry, avec ses 21 points, s'était vraiment senti seul, hein, sans Kevin Durant et Klay Thompson absents une partie du match. Draymond Green, malgré son triple-double, avait perdu 8 ballons sur ce game, 11 points, 19 rebonds et 13 passes, malgré ces 8 ballons perdus. Mais on retiendra un énorme Kawhi Leonard. Hein. Kawhi Leonard, c'est le MVP de ces finales, avec 28 points de moyenne dans cette finale. Il va rejoindre LeBron James et Kareem Abdul-Jabbar comme les seuls joueurs de l'histoire de la NBA à devenir MVP des finales dans 2 équipes différentes. Mais le plus important, c'est pas Kawhi, c'est bien évidemment la victoire des Raptors de notre cher Mike ici présent, les Raptors qui deviennent à ce moment-là la première équipe non américaine à remporter le titre NBA. Mais surtout, c'est
la première équipe non américaine à gagner un Big Four US depuis 1993, puisque la dernière équipe non américaine à gagner un sport majeur aux États-Unis, c'était les Blue Jays, pour les Blue Jays de Toronto, suivis justement par Mike ici présent, les Blue Jays de Toronto, qui avaient remporté les World Series en 1993. Blue Jays, c'est quel sport ça? Le baseball. Ah oui, d'accord. Okay. Alors là, je suis pas du tout. J'ai oublié de préciser, Mohamed. Désolé, j'ai oublié de préciser. Non, moi j'aime le sport US, mais vraiment, je suis loin d'être un expert. Mais par contre, tous les sports US, j'aime bien. C'est clair. Voilà. Et alors, Mike, raconte-nous un peu, cette victoire, les jours qui ont suivi, la ville de Toronto, la parade, ça devait être une folie indescriptible. Ah ouais, déjà le soir même, la ville a été envahie, les rues ont été envahies. C'est un peu similaire à ce qu'on a vu en France avec la Coupe du Monde aux Champs-Élysées. Sur la rue principale de la ville, Yonge, c'était vraiment une marée humaine. Et ensuite, dans les jours suivants, il y a eu cette parade qui a duré des heures et des heures, parce que en fait ici au Canada, ils sont tellement réputés pour être gentils qu'ils n'avaient pas mis de barrière pour délimiter le chemin. Et du coup, les gens, ils sont tous sur la route. Donc ça a pris des heures, ça devait durer pendant 2 heures, ça en a pris 6, je crois. Et puis on gardera cette image de Marc Gasol en feu, vraiment en feu, et un peu bourré aussi, je pense. Très bourré même. Parce que pour avoir des échos, il y avait beaucoup d'alcool sur les bus, entre les bouteilles de champagne et les bières, ça a coulé à flot. On va le rappeler avec modération normalement. Voilà, avec modération, mais on peut s'y attendre, voilà, dans un tel événement. Voilà, un petit truc comme ça, là il y avait plus trop de modération, voilà. Mais ça reste des souvenirs exceptionnels du côté de Toronto. Et voilà. Effectivement. Oncle Phil, est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter, ou peut-être une conclusion, en fait, un mot de conclusion que tu aimerais dire, parce que je sais que tu as pris beaucoup de plaisir à préparer cette série d'émissions et que ça te tenait à cœur. Donc si tu as quelque chose que tu aimerais dire, je t'en prie, on t'écoute. C'était un véritable plaisir, un marathon aussi, un véritable marathon, mais ça m'a fait véritablement plaisir de travailler sur cette chronique. Et ce que je retiens aussi, c'est l'émotion, tout simplement, l'émotion avec ce premier titre remporté. Je suis un peu dans la même veine que Mike, on était tous derrière les Raptors lorsqu'ils ont gagné, on a tous sauté ce nouveau. Je pense qu'il y a la majorité des fans de NBA d'ailleurs, la majorité des fans souhaitaient la défaite des Warriors. Je crois que c'est quelque chose qui était commun un peu à beaucoup de gens. Je vais laisser la parole à Mohamed rapidement, même si tu avais peut-être une chose, une question ou quelque chose sur laquelle tu aimerais réagir pour clore cette émission. Ouais, non, alors franchement, Oncle Phil, bravo. Franchement, une chronique comme ça sur 4 saisons. Bah oui, on peut parler de 4 saisons même. Elle est nickel chrome. Même si on n'aime pas le basket, j'ai appris des choses. Donc, étonnamment, sur ces Raptors, je savais même pas que Toronto avait pu gagner un titre NBA. Et ben parfait. Et je reste fan du basketball, même si je le pratique pas. Effectivement, bravo à toi Max. Franchement, c'était pas mal du tout. Et puis Oncle Phil, moi honnêtement j'attends la suite. Maintenant il faut que tu nous fasses, je sais pas, une chronique sur Magic Johnson par exemple. J'aime bien ce joueur parce qu'il y a le mot Magic dedans. Il y a pas de souci. J'ai pensé à, je sais pas si on peut faire des sondages, des trucs comme ça. J'ai pas d'idée pour le moment, mais mais tu me donnes une idée, pourquoi pas. Absolument. Mais le problème c'est que sur Blabla Foot la communauté elle est très sport Europe. Donc très sport foot aussi. Donc on n'a pas capté encore énormément une grosse communauté de basketteurs, mais je pense qu'on peut sonder. En attendant, messieurs, effectivement, alors il y a une chose, je pense, peut-être on peut y réfléchir, mais c'est de peut-être faire une chronique sur la période des Spurs avec Tony Parker, qui est bien sûr extrêmement suivi, qui a créé de nombreux supporters des Spurs en France, et peut-être que ça pourrait être une idée. Voilà, je lance ça comme ça. Bonne idée. Je pense aussi à Olivier Saint-Jean. Vous en souvenez ou pas? Ça vous dit quelque chose? Non.
Olivier Saint-Jean, c'est son nom officiel, enfin son vrai nom, enfin son vrai nom, c'est pas son vrai nom, mais son nom connu, c'est Tariq Abdul-Wahad. Tariq Abdul-Wahad, de son nom, Olivier Saint-Jean, c'est le premier Français Bien sûr. à être en NBA par les Kings de Sacramento. C'est une belle histoire aussi. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de le voir, discuter avec lui à une époque de ma jeunesse. Et c'est une belle histoire aussi. Là, pour le premier Français drafté en NBA, c'est une belle histoire aussi. Absolument. Absolument. Tariq Abdul-Wahad. Ouais. Et il a joué en équipe de France, lui, ou pas? Oui, il a joué en équipe de France, oui. Il a joué en équipe de France, mais je pense qu'il a eu quelques bisbilles avec la fédération, des choses comme ça. Bon. Mais c'est une belle histoire aussi, celle de Tariq. Eh ben, écoutez, messieurs, je pense que sur ces paroles, on va conclure ce cycle d'émissions. Vous ferez des propositions, vous me direz. Absolument. Absolument, avec grand plaisir en tout cas. Donc je vais déjà remercier Mike. Je suis désolé Mike si on a eu des problèmes de connexion. En tout cas, on a été ravis de t'avoir et tu reviendras évidemment quand tu voudras sur Blabla Foot. Merci à toi Mohamed aussi d'être venu participer à la fin de cette émission. Et puis merci à toi, Max. On va remercier immensément et très chaleureusement Oncle Phil d'être venu sur Blabla Foot pour nous faire cette série d'émissions. Merci beaucoup. Tu es notre guest star Oncle Phil. Tu es ici chez toi bien entendu. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci Oncle Phil, merci Max Mike, si tu nous entends encore, et puis merci. Est-ce que Max. ça marche là? Mike, tu es revenu. Ah bah parfait. Dans le Money Time. Je ne voyais plus The First Dance, ça avait disparu, j'étais sur Juve Olympique Lyonnais. Ah bon, je t'avais dit Max. Effectivement. Ça m'allait bien parce que je suis fan de l'OL, mais c'était pas le sujet du jour. Eh ben écoute, Mike, si tu veux, tu pourras suivre demain. Je serai aux commentaires pour commenter le match sur Blabla Foot en direct. Donc pour ce match retour. En tout cas, Mike, on est très content que tu sois revenu. C'est pas demain, Max. Excuse-moi, c'est vendredi. C'est après-demain, pardon. Effectivement. Ouais. Mike, si tu as quelque chose, un mot de conclusion que tu voudrais nous dire sur cette émission. Juste merci à vous de m'avoir permis de participer et puis c'était vraiment très intéressant. Bravo à Oncle Phil pour le travail exceptionnel qu'il a réalisé. Pour retracer tout ça, ça a dû lui prendre beaucoup d'heures de travail. Bravo à lui. Et puis s'il veut que je participe pour de prochaines émissions sur les sports avec Abdul-Wahad, ça va être un grand plaisir. Eh ben, on sera ravis de t'avoir, Mike, en tout cas, et merci d'être venu avec nous sur Blabla Foot. Je vais aussi rappeler également à nos auditeurs, avant qu'on se quitte, si vous n'avez pas pu écouter l'intégralité de notre émission et d'ailleurs l'intégralité de notre cycle sur les Toronto Raptors, eh bien, je vous conseille de télécharger l'application puisque vous retrouverez tous ces programmes dans l'onglet replay de Blabla Foot. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est un peu partout, hein. On est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et même sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et puis surtout découvrez notre nouvelle fonctionnalité sur Blabla Foot. Et oui, vous pouvez à présent créer vos propres débats sur l'application, qu'ils soient privés ou publics. Vous pouvez venir créer ces émissions. C'est ce qu'on vous offre, c'est une radio citoyenne jusqu'au bout. Restez bien connectés sur notre application parce qu'on vous attend donc vendredi, hein, comme je disais tout à l'heure, je serai aux côtés d'Alan et de Mohamed pour vous faire vivre en direct le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre la Juventus et l'Olympique Lyonnais. On aura également à la mi-temps un de nos fameux défouloirs où vous pourrez venir rager, jubiler ou juste analyser le match. Donc venez nombreux. D'ici là, portez-vous bien. Et on se retrouve très bientôt sur Blabla Foot. Salut à tous. Salut messieurs. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.